Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. OK, de retour sur Radio Pirate Live. Après Régent, on est prêt pour notre chum Joe Hamel qui est là avec un paquet de sujets. Tabarouette, mais ça, j'ai du stock. L'enfer, j'ai des chiffres. Ça, j'aime ça. J'aime ça, ce genre de patente-là. Joe, t'es salué. Comment tu vas, ma friend? Très bien, très bien. Good. Qu'est-ce que tu veux qu'on commence? On a des histoires de COVID, des chiffres quand même qui nous montrent qu'on s'est peut-être excité le poil des jambes pour rien. Là. Non, écoute, puis c'est drôle parce que ce chercheur-là en question nous avait averti à peu près dès le début, en fait, depuis les débuts de la pandémie, soit avril 2020. Et on parle de Dr. John P.A. Ioannidis, qui est professeur de médecine et d'épidémiologie et par courtoisie de statistiques et de données biomédicales à l'université Stanford. Donc, c'est quand même pas rien. Là, il vient de sortir un nouvel article à l'effet que le IFR, donc ça, c'est le Infection Fatality Rate, pour la période pré-vaccination, ce sera encore, en fait, plus bas qu'on pensait. Donc, selon cette recherche-là, on estime, là, pour les gens de moins de 70 ans, un IFR de 0,1%. Donc, on l'a estimé à 0,4, 0,5 à quelques reprises pendant la crise. Donc, c'était largement surestimé. Et pour vous donner une échelle de comparaison, pour l'influenza, on dit que c'est entre 0,04 et 0,1. Donc, en termes de risque total, on n'est pas loin de l'influenza. Mais moi, je dirais que c'est moins pire que l'influenza, parce que l'influenza, ça affecte beaucoup plus les jeunes. En fait, il y a même des jeunes et des enfants qui meurent de la grippe de l'influenza à chaque année. Il y a un article en avril 2020, la presse, et je vous lis textuellement, mais ce qu'on sait, c'est que la COVID-19 chez l'enfant n'est en rien comparable à l'influenza, pour laquelle les jeunes sont des vecteurs importants de transmission. Il y a eu 183 hospitalisations pour l'influenza Sainte-Justine au cours de la dernière année, dont 24 aux soins intensifs. Et là, il y a Dr. Marc Lebel, pédiatre, qui disait « Il est donc important de prendre un peu de recul et relativiser les infections. Le risque zéro n'existe pas, mais nous avons bien vu de pires infections pour la pédiatrie que la COVID-19. » Et ça, c'est avant toutes les mesures qui ont été appliqué aux enfants. On parle d'avril 2020. Là. Donc, il y avait abondamment de signes de gens crédibles avec des backgrounds académiques importants, dont des gens que dans des circonstances normales, on écouterait. Je te rappelle aussi que John Ioannidis, c'est lui qui avait fait l'étude avec, tu te rappelles, le bateau de croisière Princess quelque chose, là, et il arrivait autour de 0,1% également. Donc, il a été toujours spot-on sur son évaluation du risque là, de la COVID, et on n'a jamais écouté. D'ailleurs, même les experts locaux là, de pacotille ont traité ce gars-là de complotiste de tous les noms. Bref, avec le recul, ça va apparaître très clair que ce gars-là était pile dans le mille pour ses estimations. Alors que les pays du monde entier se sont servis du genre de celui qui avait déjà levé la tête sur une autre patente dans le temps, là, qui était le genre de chercheur britannique, j'oublie son nom, là, qui avait apeuré tout le monde, qui disait qu'on allait toute la pogner dans les prochaines semaines, puis que le taux de mortalité allait être énorme. Et c'est là que les gouvernements ont paniqué, c'est là que les gouvernements ont fermé les économies, ont pris toutes les mauvaises décisions pour lesquelles on paye le prix encore aujourd'hui, là, toutes les histoires de ce que nous vivons en ce moment. Au niveau économique, c'est relié à ces mauvaises décisions-là, des décisions prématurées, des décisions qui ont été prises non pas avec la tête, mais malheureusement avec des émotions. Et ces gens-là, des grands décideurs des grands pays modernes, nous ont montré qu'ils n'étaient pas à hauteur pantoute pour prendre des décisions à des moments névralgiques. Puis là, on a l'air fou un peu, là, parce que veut pas, l'économie, on ne sait pas comment ça va finir, on ne sait pas vers quoi on s'en va dans les prochains mois, mais une chose est sûre, on ne peut pas faire autrement que lier ça aux mauvaises décisions qui ont été prises. Il y a une affaire aussi qui nous fait capoter. Bon, il y a toutes les histoires, Joe, sur la patente des vaccins. Là. Moi, je trouve ça je suis un peu surpris de voir, je dirais, la tollée aux alentours de ce que Pfizer a comme dit un peu par accident, comme de quoi qu'il n'avait jamais vraiment testé alors que c'est évident qu'ils n'ont pas testé les vaccins, le nombre de mois qu'ils ont eu pour les faire et tout. C'était certain qu'il n'y avait pas d'études de fait. Et on l'a vu rapidement. On l'a vu rapidement de nos yeux vus. Moi, je ressors l'article que
que j'ai été attaqué par la presse le 23 décembre 2021, il y a quelques mois. On m'en voulait. On a visé les patrons de la radio où je diffusais une émission à ce moment-là, les patrons de RNC. On l'a carrément visé. Quelques semaines plus tard, on m'avisait que mon contrat n'était pas renouvelé. Donc, il y a un lien direct entre cet article-là et tous les points que je mentionnais pour lesquels on me visait de désinformer la population se sont avérés en quelques jours. Et maintenant, avec la dernière histoire de Pfizer, en quelques mois, se sont avérés vrais à 200 %. Et là, maintenant, on est comme dans le déni. Là, maintenant, c'est les gens qui avaient vu ça, les gens qui avaient vu que les vaccins immunisaient pas, que les vaccins n'empêchaient pas la transmission, donc que le passeport vaccinal était quelque chose qu'on avait zéro besoin, qui n'empêchait rien. Moi, je disais dans le temps, je disais au mois de novembre, j'ai dit, premièrement, on va toute la poignée. On ne sait pas quand, mais on va toute la poignée. C'est arrivé pendant les fêtes. Deuxièmement, j'ai dit, si vous mettez 200 personnes dans un restaurant, même s'ils ont tous un passeport vaccinal, s'il y en a un dans la gang qui l'a, bien, probablement que les 200 après la soirée, qu'il y a un mauvais changement d'air dans le restaurant, les 200 vont en poignée parce que ça ne protège rien. Je me faisais traiter de complotiste, de tous les noms. C'est incroyable ce qu'on a vécu. Et là, on apprend ça. Puis, c'est un peu surprenant de voir comment ça tourne parce que là, les défenseurs de aller chercher une autre dose, donner des doses aux enfants pour protéger les grands-parents, parce que dans leur tête, ils nous faisaient encore à croire, il y a quelques semaines, que d'avoir des vaccins, ça protégeait les autres. Alors qu'on savait très bien avec les chiffres, on voyait que ça ne marchait pas, mais ils continuaient. Ensuite, ils nous ont dit toutes sortes d'affaires. Et là, maintenant, ils nous disent, ben voyons, qu'est-ce que vous faites là? Vous le saviez depuis longtemps que ces vaccins-là n'étaient pas là pour empêcher la transmission, que c'était pas là pour empêcher, pour créer une immunité collective. Ces vaccins-là sont là pour vous empêcher d'aller à l'hôpital et de ne pas mourir. C'est dégueulasse ce qui se passe, sérieux, là. C'est incroyable. Écoute, ils ont passé rapidement sur l'épisode que tu as mentionné tantôt, que justement, je pense que c'est un directeur de Pfizer qui s'était ouvert la trappe là, dans une commission parlementaire européenne. Et ça, en fait, on l'avait compris par la force des choses que le vaccin ne limitait pas la transmission. En fait, c'était pas mal évident. Ceux qui ont soulevé ça ont été traités de tous les noms, toi le premier. Il faut revenir en arrière. Dans le fond, toute cette panique-là qui a mené au vaccin, qui a mené aux doses répétées, qui a mené aux mesures restrictives, on a tombé dans une dynamique, et particulièrement au Québec ici, là, dans une dynamique quasi fasciste. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le gouvernement a sciemment divisé la population. Et moi, c'est ce que je trouve déplorable, que ça n'a pas été assez soulevé dans la campagne électorale, cette dynamique de division-là. Et ils savaient, là, ces gens-là savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils ne pensaient pas qu'ils vont plaider la crise, ils vont plaider l'inconnu, mais ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et il y en a aujourd'hui, moi, Jeff, je te dis, il y en a plusieurs que sans nécessairement supporter la CAQ au niveau idéologique, sont très contents que la CAQ soit élue parce que ça va leur permettre de glisser cet épisode noir sous le tapis. Moi, j'ai des petites nouvelles pour vous, là. On ne va pas oublier. Moi, en tout cas, je ne vais pas oublier. On a paralysé la civilisation occidentale. On a scrappé des millions de vies de gens non à risque. On a déployé la plus grosse expansion monétaire relative en temps de paix. Et ça, pourquoi? Pour un virus similaire à la grippe. Il ne faut jamais oublier ça. En tout cas, moi, je vous dis, là, moi, je vous garantis, moi, je n'oublierai pas ça. Et aujourd'hui, c'est mon prochain point, les urgences sont occupées plus que jamais. On dirait que depuis qu'on est au monde, on lit ce genre de nouvelles-là. Il y a des hôpitaux qui sont à des niveaux d'occupation qui sont... c'est quasiment des hôpitaux qui sont quasiment impraticables maintenant. Ça continue. Là, on me dit que même avec la COVID, on ne nous le dit pas trop, là, mais il y a beaucoup de cas de COVID actuellement. Donc, on a perdu le contrôle un peu. Puis la réalité, c'est qu'ils ne seront pas capables de soigner personne. Donc, c'est le bordel. Mais les gens ont voté pour la CAQ. Ils ont voté pour la continuité. Il ne faut jamais oublier ça, là. Non, exact. Écoute, je te reviens sur l'histoire des urgences, mais je veux passer un message, puis c'est important parce qu'on va fermer la boucle du COVID avec ça. Vas-y. Je pense qu'on va moins y revenir, mais je disais, moi, j'ai un message pour ceux qui ont résisté, qui ont critiqué, qui ont débattu, qui ont subi les conséquences de tout ça, que ce soit dans leur travail, dans leur famille. Puis votre provenance, votre background, ça n'a pas d'importance. Que vous soyez avocat, médecin, soudeur, que vous soyez manœuvre ou étudiant, il n'y a rien de ça qui a d'importance. Vous avez passé à travers le plus gros test d'intelligence de l'histoire humaine. Et peu importe quelles étaient nos différences ou conflits avant cet épisode de fou, là, mais maintenant, vous êtes mes alliés et vous êtes mes amis. Fin. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus. Là. J'ai rencontré des gens qui m'ont conté des histoires incroyables, des grandes entreprises multinationales qui faisaient des 5 à 7 où ils séparaient les vaccinés et les non-vaccinés. Des choses que
Si je reviens en arrière 10 ans et que je vous raconte ça, vous ne le croirez jamais. Et quand je dis qu'on est tombé dans une dynamique quasi fasciste et que plusieurs personnes qui ont soutenu ça sont contents de voir la CAQ réélue pour qu'on glisse ça sous le tapis, il faut, par décence humaine, ne pas oublier et s'assurer qu'ultimement, qu'il y a des changements fondamentaux qui soient faits. Et là, je rebascule sur ton histoire d'urgence. C'est assez incroyable ce qu'on dit d'ailleurs. C'est les mêmes manchettes depuis quoi? 1970, 1965, que les urgences débordent, etc. Mais là, ce qu'on se rend compte, en réalité, c'est que là, c'est un peu différent. C'est que c'est une pénurie de main-d'œuvre. Ah, là, on met ça sur le dos de la pénurie de main-d'œuvre. J'imagine que c'est la guerre en Ukraine qui a mobilisé les infirmières québécoises qui sont sur le front, quelque chose comme ça. Mais bref, on se rend compte que c'est le gouvernement du Québec qui est un mauvais employeur. Le système public, et ça, une autre chose que je déplore, c'est que ça n'a pas été assez frappé. C'est un clou qui n'a pas été assez frappé pendant la campagne électorale. La fraude du modèle québécois, d'un monopole public de la santé qui n'est pas capable de livrer des services aux assurés de la RAMQ. Et là, il y a une citation assez incroyable dans l'article que je t'ai envoyé. L'attachée de presse du ministre Dubé, Marjorie Côté-Boileau, qui est la fille de l'autre en passant, souligne que malgré la situation vécue à l'hôpital du Suroît, le taux d'application sur Sylvia, qui frisait le 300 % l'an dernier, est retombé à 125 % au cours de la dernière année. Ah, ben quand même. De 300 à 125, c'est quand même pas pire. La situation est loin d'être parfaite, mais il demeure qu'on est dans une période de transition dans le réseau de la santé. Est-ce que tu penses qu'on s'en va vraiment vers un nouveau modèle, Jeff? Ouais, ça ne bougera pas bien. Les manchettes vont être les mêmes pour les prochaines années, c'est sûr, mais là, riez pas, là. Riez pas, là. Tu n'as pas le droit de rire. Paul Arcan, qui fait sa revue de presse, puis aujourd'hui, il capotait sur les hôpitaux qui étaient pleins de monde. Il dit à Saint-Eustache, sont à 178 %. Après ça, il dit... Mais comment au CHUM, il dit au CHUM. Là, c'est Arcan. C'est Paul Arcan. Il dit au CHUM, sont à 155 %. À Maisonneuve-Rosemont, sont à 140 %. Puis les gars, ils braillent dans le micro à matin. Ils braillent, puis ils braillent, puis ils braillent. C'est Paul Arcan, le même qui défendait... Le système, le modèle. Système. Avec, il y a 2 semaines à peine. Comment ils font pour s'en tirer? C'est ça que je comprends pas. Comment ils font? Ils le savent. Moi, je pense que c'est une game qu'ils jouent. Ça, c'est des gens sur le... C'est en fin de vie professionnelle. Là. Ils n'ont pas le guts de contester quoi que ce soit. Et ça me fait rire. C'est un peu comme les ex-edgy comme Pat Lagacé qui font partie de l'establishment. Maintenant, ils vont se faire défenseurs du modèle, comme à peu près tous les artistes et les gens qui ont une tribune. Personne n'ose critiquer le puissant gouvernement de la CAQ, mais en privé, c'est tout le contraire. Je pense que c'est déplorable que ça se soit pas reflété de manière plus importante dans le résultat électoral, mais il y a quand même des résultats intéressants, je te dirais, au niveau des 55 ans et moins. Il faut bâtir là-dessus. Dans les 4 prochaines années. Il faut voir, d'ailleurs, on peut peut-être faire un petit saut en politique. Il faut voir comment, par exemple, le Parti conservateur sera en mesure de se positionner moi, je pense que l'avenir, elle est définitivement sur la base qui a été jetée, c'est-à-dire de critiquer, de questionner le modèle québécois comme étant non viable, ne peut pas perdurer dans le temps avec le vieillissement de la population qui s'en vient. C'est les jeunes qui vont payer le prix de ça. Il faut que ça soit rallié. Il faut qu'il y ait une certaine adhésion des plus vieux à l'effet qui vont léguer un système moins bien en santé qu'eux, ils ont reçu de leurs parents. Ça devrait être un wake-up call important là, pour les personnes plus âgées. Il y a pas mal de pain sur la planche là, pour le Parti conservateur et Éric Duhem dans les 4 prochaines années. Là. Ouais. Il y a un bon défi, il m'a dire que s'ils ne suivent pas mon plan, ça va être... D'après moi, ça va être un peu plus difficile qu'on le pense. Parce que, tu sais, on veut pas, on en jase. Là, une fois que la campagne est terminée, on est comme capable de parler d'une manière différente de cette élection-là. Puis, de ce qu'on comprend, c'est que dans les personnes âgées, parce que là, il y a des gens qui essaient de soulever des histoires sur la CAQ, entre autres, sur des candidats qui avaient 2 chapeaux, qui étaient lobbyistes, etc. Arrêtez de penser, comme je disais en début de show, Jerry, arrêtez de penser que les électeurs de la CAQ, c'est le genre de nouvelles qui leur lève le cœur. Ça leur dérange pas. Eux, ce qu'ils ont voté, ils ont voté pour un genre de bonhomme qui leur ressemble, qui les a rassurés pendant la COVID, qui leur parlait comme si c'était des gros bébés, puis il leur a promis un chèque de 500 avec peut-être un autre chèque de 2000. Juste ça, tu peux faire ce que tu veux. Ça, je comprends qu'à un moment donné, il va y avoir une fin, mais dans le fond, je pense que le Québec, Joe, est à l'aise avec la médiocrité. Et c'est pas juste les boomers. Il y a pas beaucoup de monde comme nous autres, Joe. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ose
s'en aller le vent d'en face, puis prendre toutes les critiques que ça va amener, puis les claques sa gueule qu'on va voir dans le côté, pour essayer de se tenir debout. Puis pour une raison bien simple, on veut que la place soit meilleure, puis c'est facile d'être meilleur qu'on l'est actuellement. Bien, il n'y en a pas gros de ça. Puis je te dirais que je ne suis pas certain que même dans la gang qui ont voté pour le Parti conservateur du Québec, il y a tant de gens qui sont prêts à fighter pour ce qu'ils veulent, c'est-à-dire d'être meilleurs, d'avoir des services, de se faire opérer, d'avoir des hôpitaux qui ont de l'allure, On n'est pas nombreux, puis ça me gruge par en dedans. Écoute, je pense que c'est un peu... je pense que c'est propre à la nature humaine. Tu as toujours un ratio de leader et de non-leader qui est quand même important. Reste à savoir comment... Mais je pense qu'il manque de leadership, il manque d'espoir, il manque de voir... C'est pas comme si on vivait sur un continent ou sur une île isolée dans le Pacifique. Là. Je veux dire, on est quand même voisins de juridictions qui fonctionnent quand même mieux. Tu fais juste regarder la qualité de la chaussée quand tu traverses en Ontario ou Vermont. Je veux dire, c'est quand même assez évident comme distinction. Donc, il y a un paquet. Regarde les urgences juste au Vermont également. Donc, il y a quand même une comparaison claire dans le contexte nord-américain qui peut être faite. Je continue de penser que, en fait, le chèque de M. Legault, c'est quand même intéressant sur le fond. Avec le recul, je pense que, de loin, la proposition du Parti conservateur au niveau économique était la plus rentable pour le commun des mortels, le commun des mortels contribuables. C'était ça qui lui redonnait le plus d'argent dans ses poches. Oh, mais ils ne comprennent pas ça. Ce qu'on voit, c'est que les gens ne comprennent pas ou peu les baisses d'impôts, même quand ils sont très clairs. Là, quand tu dis que tu vas relever le seuil de 15 à 20 000 sans impôts, je veux dire, ça ne peut pas être plus clair que ça. Là, tu vas payer pas d'impôts sur le premier 20 000 au lieu du premier 15 000. Donc, c'est assez clair comme mesure. On se rend compte que ce n'est pas tout le monde qui comprend ça. Je suis en train de me demander si, avec le recul, si le Parti conservateur aurait pu faire mieux avec, par exemple, une baisse claire de TVQ de 2 points, comme l'avait fait, par exemple, Stephen Harper. Là, quelque chose avec une démonstration. Rappelle-toi, en campagne électorale, je pense que en 2006, Stephen Harper est arrivé 5%. À côté d'une caisse enregistreuse, puis il avait collé le collant 5% au lieu de 7%. Ça avait quand même ça avait marqué l'imaginaire. C'était le 5% écrit en gros dans un fond rouge en rond. Et ça avait réussi à rentrer partout parce que c'était simple. C'était simple à comprendre. C'est ça, exact. Les gens ont besoin de choses simples. Puis le chèque de 500$ a fait la job. Là, tu as Legault qui veut... je ne sais pas pourquoi. Alors que la campagne était claire, que les Québécois, ils se soucient de l'environnement. Mais je veux dire, ils ne sont pas à la place que le PQ ou QSE. Ils ne sont pas là pantoute. Et les premières choses qui circulent, c'est que pendant sa semaine de vacances, ce que Legault a fait, c'est qu'il a lu le livre de Bill Gates sur l'environnement et que là, lui, c'est peut-être son dernier mandat, il veut laisser un leg puis il veut rendre encore le Québec plus green qu'il l'est actuellement. Puis il y a toutes sortes de choses qui courent, là. Taxation des véhicules VUS, taxation également au niveau du kilométrage que vous allez faire. Il y a plein d'affaires qui pourraient arriver. Donc, le but, ultimement, c'est d'appauvrir encore plus le monde. Ça, c'est clair. Moi, puis j'ai comme l'impression que les gens vont se laisser embarquer là-dedans comme ils se sont laissés embarquer avec la COVID. La COVID a été une bonne pratique. Donc, on a beaucoup de choses où on montre qu'il risque d'avoir de l'eau quasiment partout en Amérique du Nord. Donc, on n'aura plus de place à s'installer. Il va y avoir des gens qui vont essayer de trouver des places à vivre. Nous autres, on est chanceux là-dedans. On va être là, il faut être prêt. Donc, on va jouer énormément sur la peur. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce plan-là de Legault? Écoute, moi, je pense que c'est clair. Ce genre cette ouverture au discours apocalyptique climatique, l'agenda de réduction des émissions, etc., c'est un laissez-passer pour les grandes conférences internationales. Donc, M. Legault va être accueilli là en héros. Donc, ça te donne accès à un paquet de réseaux, que ce soit Davos, que ce soit les conférences climat de Bloomberg et compagnie. Donc, ça t'identifie comme étant du bon côté, entre guillemets, du débat, alors que c'est en totale contradiction avec les intérêts des Québécois. Dans la plupart des comtés qui ont élu la CAQ, c'est la dernière de leurs priorités. Je ne dis pas l'environnement, parce que je pense que la majorité des gens ont à cœur l'environnement, mais l'idée qu'on peut poser des actions concrètes et diminuer notre niveau de vie pour avoir un effet sur le climat mondial, c'est une totale lubie. C'est très loin de la préoccupation des gens. Et je pense que ça n'a pas été assez mis dans la figure des 3-4 partis, justement, qui ont embarqué dans ce discours extrémiste et radical qui fait en sorte que maintenant, tu as des éco-terroristes qui dégonflent des tires de VUS à Québec et bientôt à Montréal, ça va sûrement arriver également. Il y a cet attachement
D'ailleurs, c'est démontré que c'est lié à une certaine vague de dépression et de perte d'espoir chez les jeunes générations. Anxiété. Qui voient un avenir lugubre. Ça, c'est incroyable. Dans le fond, il y a des gens qui ont du sang sur les mains d'avoir éteint une génération complète avec des perspectives d'avenir apocalyptiques, un discours débile, misanthrope qu'ils ont soutenu, alors qu'avant, c'était confiné au fond des académies, là, des collèges américains, etc. Là, c'est rendu dans les grandes entreprises et même dans les partis, entre guillemets, modérés. Ça, c'est une faille, c'est un échec de la civilisation occidentale. Encore une fois, c'est quelque chose que le Parti libéral, le Parti conservateur du Québec doit souligner, doit battre de front. Et c'est quelque chose qui a. Je pense c'est un test d'intelligence assez important aussi. Là. C'est un autre, ouais. Je connais personne de relativement intelligent qui croit qu'on peut avoir un impact majeur sur le climat mondial en faisant des actions minimes locales et en diminuant notre niveau de vie. Là. Ça, c'est assez clair. Qu'il y a une espèce de... D'ailleurs, on est en train de passer l'autre bord. Là. Tranquillement, pas vite, là, l'alarmisme climatique est en train, tranquillement, pas vite, de ne pas devenir cool. C'est pas encore totalement évident. Mais ça devient mainstream. Ça devient mainstream. Je prenais Julien Cabana, matin, dans le Journal de Montréal, qui est un gars qui parle de chasse et pêche depuis toujours. Puis là, lui, il dit il y avait moins de rignaux parce que l'automne était trop chaud. L'automne n'a pas été trop chaud. De quoi on parle? L'automne n'a pas été trop chaud. L'automne, il a été très ordinaire. Mais c'est rendu comme le réflexe maintenant, à chaque fois qu'il y a quelque chose, de blâmer les changements climatiques, alors que moi, je n'ai aucun changement. Je pense que j'ai eu, depuis le 15 septembre, je pense que c'est arrivé 10 fois que les toits étaient blancs le matin, alors que, habituellement, je sais, moi, je suis un gars qui joue au golf le matin de bonne heure. C'est le bonheur dans la saison. Très de bonheur. Puis, moi, ce que je te disais tantôt, c'est comment on a découvert que les gens comment ils sont facilement achetables par des choses qui sont répétées et répétées dans les médias traditionnels. Puis ils finissent par vivre avec ça. Là. Donc là, tu as eu un mélange de COVID, de wokisme, d'histoire d'anxiété climatique. Et là, tu as les gens qui sont comme pour protéger les animaux, puis il faut être végétarien, etc. S'en vont dans les magasins, prennent des galons de lait, mettent ça par terre. Il y a plein de gens qui les regardent et il n'y a personne fait rien. Il n'y a personne qui fait de quoi. Moi, excusez-moi, là. Si je suis là, ça a bien beau être une femme, ça a bien beau être non, je la pogne par la collette, puis ça finit là. Je veux dire, je peux respecter son opinion, je peux respecter ce qu'elle croit qui va arriver, mais je peux pas respecter qu'ils deviennent des voyous, des vandales et des terroristes. Non, puis écoute, ce qui est drôle, c'est que ce qui est répété dans la presse stipendiée, puis les petits chroniqueurs éco-marxistes dans à peu près tous les médias québécois, mais c'est quasiment devenu une tendance mondiale, c'est la normalisation de ces discours extrémistes-là. Et ces mêmes gens-là vont dire que ce qui guette le menace qui plane comme l'épée de Damoclès au-dessus de la civilisation occidentale, c'est la montée de la soi-disant extrême droite. Alors que, et là d'ailleurs, le discours de ce que représente l'extrême droite est de plus en plus ciblé sur des valeurs traditionnelles, des valeurs libérales classiques comme la liberté d'expression, la méritocratie, etc., l'effort, etc. Donc, il y a un paquet de valeurs autrefois nobles et assez fondamentales sur ce qui ont créé, je pense, l'abondance dans laquelle on vit, sont maintenant visés par ces chroniqueurs extrémistes-là comme étant la cible à abattre. Et les gens qui sont les défenseurs de ces valeurs-là, et il y en a de moins en moins, vont être de plus en plus ciblés comme étant, entre guillemets, les extrémistes. Ça, c'est extrêmement pernicieux, c'est extrêmement dangereux. Et c'est là qu'il faut avoir, je pense, ça nous prend des leaders qui sont solides, qui vont se tenir debout devant l'adversité et qui vont utiliser, tu sais, je pense, les institutions établies, je te parle des partis politiques, que ce soit les syndicats, que ce soit peu importe, là, les plateformes existantes, les médias sociaux, etc. Je pense en train de revirer un peu l'histoire de la censure. Ça a peut-être atteint le bout. Il faut voir comment ces différentes personnalités-là vont être en mesure de s'affirmer. J'ai hâte de voir à suivre là, en mi-novembre, début novembre, les midterms. Je pense qu'on s'en va vers un hécatombe là, au niveau du vote démocrate. On pensait que ça allait retourner un petit peu. Là, il y avait une remontée des démocrates, mais là, ça semble définitivement, là, il y a du plomb dans l'aile, cette campagne-là, c'est clair. Merci, Joe. Super 25 minutes, c'est le fun au bout. On se reprend la semaine prochaine. Joe Hamel est avec nous autres sur Radio Pirate Live. On est stand-by pour la boîte à Jerry. Yes!
Et peut-être, s'il nous reste un, 2, 3 minutes, peut-être un genre de... Poubelle? Un genre de poubelle à Jeff. Bon, oui. Oh, oui, juste pour qu'on chante la toune, au moins. Peut-être qu'il n'y a rien à dire, mais au moins, on va chanter juste la toune. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Let's use it. Get pirate or get out.